Voilà pour le premier épisode de présentation. La cagnotte reste disponible. L'important, ce n'est pas de mettre des sommes faramineuses, même si je ne suis pas contre, pour montrer qu'on me soutient et qu'on a envie de voir cette réussite noire française se concrétiser. Et on se retrouve très bientôt. Enfin, on y est. Ouvrir la voie est disponible en version papier et numérique sur de nombreuses plateformes dont Amazon, la Fnac, la librairie Gallimard ou encore Cultura. La version papier étant à 12,50 € et la version numérique 10 € moins chère à 2,50 €. Faites quand même attention, sur certains sites, ils ont écrit Candice avec un i. On se retrouve donc dans un troisième épisode d'Ovex. Au programme, l'avancement et les mésaventures de mon projet, mes nouveaux objectifs, ou encore les polémiques qui menacent de plus en plus les initiatives telles que la mienne. Sous forme de questions-réponses, je fais le tour des enjeux qui vous permettront de comprendre un peu plus le contenu de mon livre et je l'espère, vous convaincront de l'acheter. Il y a quelques mois, j'ai une collègue noire de ma fac qui a dû partir en Angleterre pour avoir un doctorat. Cette collègue est éminemment brillante et a été saluée tout au long de son cursus par les plus grands universitaires de son département. Ces derniers la soutenaient et lui parlaient sans cesse de la grande carrière universitaire qui l'attendait au sein de la fac. Sauf qu'arrivée à la fin de son master, elle s'est retrouvée à devoir se débrouiller toute seule pendant 1 an. Elle a fini par trouver une université en Angleterre qui l'a accueillie les bras grands ouverts. Pour ceux et celles qui ont suivi l'épisode numéro 1 d'Ovex, j'ai eu un parcours presque identique. Et pareil, que ce soit elle ou même les profs qui m'accompagnaient, ils m'ont tous conseillé de partir en Angleterre ou aux États-Unis si je voulais poursuivre ma carrière universitaire, car il n'y aurait pas de place pour moi en France. Et j'ai dit non. Non, car ce n'est pas normal, que dis-je, c'est inadmissible qu'en 2020, même 2021, en tant que noir français, on soit obligé de traverser mer et océan pour pouvoir avoir une simple opportunité de briller quand on a déjà fait plus que nos preuves dans notre propre pays. C'est d'autant plus inacceptable quand on rentre dans notre fac et qu'on voit une écrasante majorité de noirs dans le personnel de ménage, dans le personnel de sécurité, alors que le professorat, dans tout son prestige, est lui très majoritairement blanc, pour ne pas dire uniquement blanc dans certaines branches. Dès lors, ma question, c'est comment peut-on abandonner de la sorte des étudiants noirs français qui sont déjà en ultra-minorité et qui pourraient enfin apporter un nouveau souffle de diversité dans ces hauts lieux si fortement inégalitaires. Combien de jeunes noirs, dits brillants, brillantes, ont dû voir l'éclat de leur rayonnement se faire éteindre dans l'indifférence générale. Le savoir, c'est le pouvoir. Et les universités, ce sont juste les usines à fabriquer du savoir. Autant vous dire que ce sont des espaces stratégiques par excellence. Si on refuse le sommet de ces espaces, même aux étudiants noirs les plus brillants, en leur disant qu'ils n'y ont pas une place, ça dit quoi de la société française ? Et là repose tout mon projet de publication. Alors le premier mot, ce serait enquête. Dans l'engouement de la promotion, j'ai beaucoup parlé de la sortie du livre. Mais je tiens à rappeler que c'est avant tout un travail universitaire, car je ne veux pas que les gens s'imaginent qu'ils vont y trouver une belle littérature. Une romance à la Musso ou Lévy du style « Tout commence un jour d'automne dans cette belle Sorbonne ». C'est pas du tout ça. C'est une enquête avec des témoignages bruts, donc du mot pour mot, et mes croquis d'observation sur mon terrain de recherche. Croquis qui ont la forme originale de planches de bande dessinée. Deuxième mot, EMIC. EMIC, c'est une démarche en sciences humaines et sociales qui consiste à étudier un groupe social de l'intérieur, c'est-à-dire en partant de sa vision, ses ressentis. Ainsi, il s'agit de faire abstraction de tes propres jugements et perspectives personnelles. Concrètement, on peut prendre l'exemple d'une personne noire qui témoigne sur le fait qu'elle ressent un sentiment d'injustice par rapport à sa couleur de peau. À travers la lecture d'Ouvrir la voie, il ne s'agit pas de juger si cette personne exagère ou non. Il est primordial de respecter les perspectives de cette dernière et de comprendre qu'un sentiment d'injustice, en lui-même, est révélateur d'une, voire plusieurs problématiques. C'est une démarche incontournable si on veut faire avancer les choses. Troisième et dernier mot, inspiration.
C'est certainement l'objectif principal de tout ce projet. Inspirer. Montrer qu'il faut persévérer et croire coûte que coûte en son potentiel, malgré les obstacles et les personnes qui veulent te décourager. Montrer qu'une mobilisation collective peut faire avancer des choses que la hiérarchie institutionnelle ne fait pas avancer. Montrer la grande diversité du monde noir français, dont l'excellence et la créativité sont bien loin de se limiter au sport, à la comédie ou au rap. Inspirer la jeunesse noire de France à pouvoir, au moins, se projeter dès le plus jeune âge, et avec ambition, dans les différents espaces du savoir. Sorbonne ou pas Sorbonne d'ailleurs. Lycée, collège, et même au-delà de l'Hexagone, en Afrique, aux Antilles, qui sont nos terrains d'avenir. En ce moment, pour ne citer personne, on voit pas mal de polémiques parce qu'il y a des étudiants comme moi qui essayent de prendre la parole pour dénoncer le racisme qu'ils subissent dans les facs françaises. On nous dépeint un peu comme des barbares qui amèneraient des histoires de race, diviseraient, voire menaceraient le milieu universitaire français. Pourtant, en sciences humaines et sociales, on se doit d'interroger l'ensemble des facteurs qui expliquent une société, y compris, j'ai envie de dire surtout, les tabous, les non-dits, qui en disent davantage sur une société que ce qu'elle veut mettre en avant. Plus précisément en histoire-géographie, on a un rôle primordial à jouer dans la compréhension de la diversité de la société française, dans toute sa complexité, dans toutes ses nuances. Et ça n'a rien de révolutionnaire. Le malaise n'a pas lieu d'être. En prenant bien le soin de condamner avec la plus grande fermeté la race au sens biologique, qui est une aberration, il n'y a vraiment rien de choquant à vouloir étudier, par exemple, le fait d'être considéré comme noir en France. C'est une histoire et un pan social comme tant d'autres. Ne pas vouloir en parler, comme s'il n'y avait pas eu tout un passé de plusieurs siècles qui rendait légitime cette question en France, comme s'il y avait des histoires à conserver et d'autres à oublier, ça en revanche, c'est fortement problématique. Pour reprendre l'exemple filé des Antilles, en ce moment en Martinique, il y a de grandes tensions entre le peuple et son préfet. Si tu analyses cette situation en évitant le facteur racial, car ça te met mal à l'aise, tu passes complètement à côté. À l'instar de cette affiche qui avait créé la polémique, où la préfecture de Martinique expliquait à son peuple qu'un mètre équivalait à 5 ananas. Donc du côté de la préfecture, on a défendu l'idée d'une affiche tout simplement humoristique, sauf que c'est très mal passé auprès du peuple martiniquais qui a vu une sorte de paternalisme colonial d'antan, où un préfet blanc explique à un peuple majoritairement noir quelque chose qui est assez simple, c'est-à-dire la distance d'1 mètre. Quand la majorité française veut oublier ce pan historique du fait colonial, quand elle nous empêche d'en parler en nous culpabilisant alors que c'est notre identité, c'est comme si la société française ne nous reconnaissait pas et que nous disparaissions dans les flots de ce que j'appelle l'universalisme européocentré. C'est une invisibilisation. Et je pense que cette méconnaissance de l'histoire raciale de France, par exemple, beaucoup ne connaissent absolument pas la relation de la France avec l'esclavage, mais connaissent par cœur ou presque par cœur l'histoire raciale des États-Unis, c'est aussi ce qui explique que même en 2021, encore beaucoup considèrent qu'une vraie personne française, c'est une personne blanche. Et donc par extension, les personnes dites de couleur, racisées, sont des sortes de sous-français au mieux, ou carrément des étrangers. Et quand on revendique la moindre chose, il y a toute une rhétorique pour nous faire comprendre qu'on devrait déjà être content d'être en France. Être noir français, c'est vivre avec cette sensation que par essence, et pour toujours, tu es redevable envers la France. Et là encore, l'histoire coloniale permet quelque peu de remettre les pendules à l'heure. Bref, cette virulence, cette peur presque maladive d'aborder la question raciale en France, est complètement contre-productive. Car au final, c'est ce déni qui crée des incompréhensions, des préjugés et des divisions. Se met alors en place un cercle vicieux, pour le plus grand bonheur du système raciste, où la majorité blanche française étouffe les minorités ethno-raciales qui ressentent à leur tour encore plus un sentiment d'injustice, et ainsi de suite. Ce 108 pages, ça se lit rapidement. Mais il ne faut pas aborder mon livre comme un roman, mais plutôt comme un outil de réflexion. Ce n'est pas un livre que tu lis en te disant « Oh tiens, c'est une histoire intéressante ». C'est du vécu, du vivant, de l'actuel. C'est une démarche qui doit t'amener à réfléchir, à essayer de répondre aux questions que je pose au début de l'ouvrage. J'ai une amie qui a reçu un exemplaire en prévente et qui me disait qu'elle ne voulait surtout pas l'abîmer en notant des choses dessus.
Mais en réalité, c'est tout le contraire. Si vous voulez me faire plaisir, prenez des notes, surlignez et prenez en photo. Peu importe si à la fin ça ressemble à un cahier de brouillon, ce livre a vraiment été pensé pour ça. De même, n'hésitez pas à venir me parler dans mes messages privés ou en commentaire pour me dire quels sont les passages qui vous ont marqué, interpellé. C'est vraiment tout ce que j'attends avec la publication de ce livre. Et j'espère que ça pourra servir de support dans les espaces de discussion de ma fac, car ça la concerne en plein cœur. Ma maison d'auto-édition m'a proposé de disposer des ouvrages dans certaines librairies. Mais comme je vous l'ai dit, pour apprécier cette première partie, il faut être disposé à écouter et comprendre les perspectives de chaque témoignage. La société française a beaucoup à faire là-dessus et je n'ai pas envie d'altérer cette libération de la parole par des polémiques futiles et des jugements incessants. De même, il faut aussi avoir l'envie de soutenir ma démarche universitaire en ce qu'elle est, c'est-à-dire avoir une clémence pour ses imperfections. Juste après la publication de mon livre, j'ai ainsi constaté une ou deux erreurs, notamment un passage où le logiciel automatique de ma maison d'édition a changé 24 mètres carrés en 24 minutes S2. J'ai vu aussi une ou deux erreurs dans les bulles de ma BD. Ça peut paraître insignifiant, mais étant perfectionniste, quand j'ai vu tardivement ces petits couacs, j'étais en mode parce que je sais que j'emprunte déjà un sentier bien sensible en m'exposant personnellement sur une question si taboue. Et tombé dans les mauvaises mains, je sais que la moindre faute dans mon livre pourra être utilisée pour discréditer l'ensemble de mon travail. Ce qui est particulièrement injuste quand on voit comment je me bats sur tous les fronts depuis 4 ans. Je ne peux prétendre à la perfection. C'est vraiment éreintant, car de base, je ne suis ni auteure ni illustratrice. Juste une étudiante noire française, passionnée et déterminée à se servir de ces différents outils pédagogiques et créatifs pour rendre visible son projet et demander un soutien collectif. Pareil, je sais qu'il pourra y avoir des remarques de type « Mais pourquoi t'as pas utilisé l'écriture inclusive, défini tel terme, etc. » Vous n'imaginez pas le travail, l'énergie, la force mentale, les innombrables jeux d'équilibre que demande un tel projet quand tu pars de rien. Trop militant pour certains, trop universitaire pour d'autres, trop de dessins, ou au contraire pas assez. Ça a été un vrai casse-tête pour trouver une compatibilité avec les maisons d'édition. Le projet a été travaillé, retravaillé, pensé en long et en large. Donc la version finale du livre, c'est vraiment le parfait compromis entre ce que je tenais à partager et les adaptations institutionnelles. Bref, le reflet authentique de mon cheminement, du mémoire à la publication. Donc je préfère la qualité à la quantité. Que ce livre se transmette dans les milieux universitaires, mais également parmi les personnes qui ont envie de soutenir mon projet et qui croient en sa potentielle portée. Comme je vous l'ai expliqué, l'université, ça semble être un petit monde à part, mais ce qui s'y passe a des conséquences sur l'ensemble d'une société. La partie 2 sera quant à elle davantage explicative et donc grand public. Oui, c'est un projet pensé en 2 parties, d'où le double titre. Et ça reprend vraiment les étapes chronologiques de ma recherche. Première partie, j'écoute et j'observe. La seconde, je livre mes analyses, mes clés de compréhension. À elle deux, elle formera un ensemble pédagogique illustré sur les enjeux de la réussite universitaire noire française. Cette seconde partie sera financée par les ventes de la première. C'est un projet qui s'auto-alimente, pour ainsi dire. Par ailleurs, je commence à voir pour des potentielles collaborations avec des associations qui ont des visées semblables à la mienne. Il y a déjà des pourparlers qui sont en cours, mais bon, vous connaissez le millefeuille administratif français, d'ici là je vous tiendrai au courant. Bon, je crois avoir fait le tour des questions concernant mon livre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. La réussite de ce projet dépend vraiment de la mobilisation collective. 12,50 €, je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre, notamment la communauté étudiante qui vit des temps bien précaires. Le prix est tel en version papier, car Amazon et compagnie prennent une partie conséquente de la somme. Mais ce qu'il en reste repartira directement dans ma cagnotte. Ça a déjà commencé avec les préventes. Sinon, il y a aussi la version numérique, à 2,50 €, qui est disponible sur les différents sites, mais en ce moment elle est en cours de modification car il y a un petit couac technique. Donc je vous tiendrai au courant. Au-delà du remplissage de la cagnotte, le fait même d'acheter le livre reflète l'intérêt que mon projet suscite et ça lui permet de gagner en légitimité. Et si vous n'avez pas les 2,50 €,
C'est tout aussi important si vous partagez l'initiative, si vous en parlez autour de vous. Ça contribuera tout autant à la visibilité et la force du projet. Bon voilà, c'est tout pour cet épisode numéro 3 qui était bien dense. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, etc. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.